Alors que les dirigeants des 27 se retrouvent à Versailles aujourd'hui pour un sommet, comment la guerre en Ukraine a-t-elle changé l'Europe? Le conflit va-t-il à terme renforcer la souveraineté européenne et les sentiments d'appartenance des populations? À l'ouest comme à l'est, au nord comme au sud, l'invasion russe a fait tomber bien des dogmes. Parmi les 27, écrit Les Échos ce matin. Elle offre à l'Union européenne un regain d'énergie d'après Libération qui rappelle la nécessité pour les 27 d'accélérer la transition énergétique et de réduire leur dépendance au gaz russe. Mais alors, est-ce que cette réorientation économique sera aussi l'occasion d'une réorientation politique? Face à la Russie, un nouveau souffle démocratique pour l'Union européenne. On en parle avec notre invitée, la philosophe Céline Spector, professeure de philosophie politique à la Sorbonne, spécialiste des Lumières et de leur héritage de Montesquieu. Elle a aussi travaillé beaucoup sur l'œuvre de Rousseau. Elle est l'auteure en 2014 de C'est quoi l'Europe et à l'automne dernier de Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, publié au Seuil. Bonjour à vous Céline Spector. Bonjour. Dans ce livre, Nos démos, vous plaidez pour une transformation de l'Europe vers plus d'intégration. Par la force des choses, depuis quelques semaines, l'Europe des 27 a fait corps. Elle a fait corps depuis le début de l'intervention russe en Ukraine. Les 27 auraient aussi pu se diviser. Dans l'épreuve, on voit, et c'est peut-être pas une nouveauté, que l'Union fait la force. Les Européens ont conscience de ça. Oui, alors il y a une forme de solidarité par la peur, et c'est pas très nouveau évidemment qu'on puisse se regrouper face à un ennemi commun. C'est même un levier très puissant d'intégration en général. Alors là, on avait déjà eu un précédent avec la crise du Covid qui avait conduit à des décisions absolument inouïes, et un endettement commun auquel l'Allemagne avait été très longtemps hostile. Et donc cette idée qu'on pourrait contracter une dette en commun, c'est vraiment un moment qu'on a pu qualifier de moment hamiltonien, pour faire référence au président américain, et au moment 1790, où les États-Unis sont devenus vraiment au sens fort une fédération. Alors donc la question c'est de savoir aujourd'hui, face à cette situation de guerre, face à cette situation de inédite aux frontières de l'Europe, est-ce qu'il va y avoir aussi un mouvement de fédéralisation accrue? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce qu'on a vu au moment de la pandémie, des décisions vraiment historiques, vont se poursuivre et se renforcer? Et pour l'instant, de fait, on a cette impression, puisqu'il y a eu des décisions historiques qui ont été prises, notamment à travers le fonds pour la paix, les livraisons d'armes. 500 millions d'euros, c'est quand même pas totalement négligeable, à la fois sur le plan militaire et humanitaire. Donc voilà, on est dans des décisions vraiment historiques. Et vous qui avez quand même beaucoup travaillé sur l'Europe, vous avez été surprise par la rapidité de la réaction et par le degré d'unanimité ou le bon niveau de consensus sur toutes ces questions depuis le début de la guerre en Ukraine? Oui, on est quand même surpris parce que c'est vrai que ces dernières années, on avait plutôt une tendance à observer la dissolution des forces finalement qui sont tout à fait contraires à l'idée de cohésion. C'est-à-dire qu'on a eu quand même successivement le Brexit qui a été quand même une crise extrêmement grave. On a eu l'arrêt le 7 octobre 2021 de la Cour constitutionnelle polonaise qui remettait en cause quand même des choses extrêmement fortes dans les traités européens. L'article 1, c'est-à-dire l'idée d'une union de plus en plus étroite entre les peuples, ou même le statut de la Cour de justice. Et donc on était vraiment dans une période où on avait plutôt l'impression que c'était les tendances à la dissolution qui allaient l'emporter. Et donc de ce point de vue, on est surpris de cette grande unité et notamment du fait que la Pologne et la Hongrie, qui étaient un peu mises au banc des nations européennes, pour des raisons tout à fait justes et profondes, eh bien, se trouvent ici en quelque sorte ressoudées avec les autres États membres. Oui, et on voit la Grande-Bretagne continuer à prendre le large sur ces questions. La Pologne, c'est assez étonnant. Au bout de 24 heures, Varsovie, les autorités étaient les premiers à toquer à la porte de l'Allemagne pour leur demander de réagir plus fort, pour ébranler la conscience de l'Allemagne. C'était la formule à ce moment-là. Et on voit effectivement une Pologne extrêmement proactive depuis 2 semaines, et non sans raison bien sûr, sur différents dossiers, notamment celui des réfugiés. Alors ce moment européen, Céline Spector, renvoie bien sûr aux origines de la construction européenne, une union pour la paix durable, faire l'Europe pour faire la paix. Alors que s'ouvre le sommet de Versailles qui réunit les dirigeants des 27 États membres autour des questions énergétiques et dans un deuxième temps aussi de la défense européenne, n'oublions pas que cette union, elle a quand même commencé autour du charbon et de l'acier. L'idée était de Jean Monnet, elle a été reprise par le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman dans son célèbre discours du 9 mai 1950. Alors, on s'offre le plaisir de le réécouter. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel
de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. L'Europe a été faite et pourtant la guerre est aujourd'hui à notre porte. Céline Spector, cette idée de solidarité telle que l'évoque Robert Schuman en 1950, aujourd'hui en 2022, comment elle résonne à votre oreille, cette solidarité de fait? Alors je voudrais revenir un instant sur le discours en effet de Robert Schuman, mais qui est très inspiré par Jean Monnet, c'est-à-dire l'idée qu'on a appelée néo-fonctionnaliste d'une Europe par petits pas. C'est-à-dire l'idée qu'on devait faire d'abord effectivement cette mise en commun, ce pool charbon-acier, ces industries qui étaient les industries les plus lourdes, les plus puissantes et potentiellement des industries d'armement, et donc réintégrer ainsi l'Allemagne dans le concert des nations, au fond, parce qu'elle avait été évidemment mise au ban. Et donc, il y avait cette idée qu'on n'allait pas pouvoir imposer une Europe politique, une Europe fédérale, que les peuples n'étaient pas prêts, mais qu'en revanche, on allait créer en fait une union économique, et donc petit à petit un marché commun, qui aurait par un mécanisme de débordement, alors voilà, on dit parfois spill-over, un mécanisme de débordement qui créerait une Europe politique, et un certain nombre des conseillers de Jean Monnet étaient fédéralistes. C'est le cas par exemple de Paul Rotter, le juriste, qui a écrit les premières institutions de la communauté européenne. Donc voilà, on avait cette idée qu'il y aurait une solidarité de fait, une interdépendance économique, et que celle-ci pourrait à terme produire une Europe politique. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, parce qu'on a vraiment un marché unique, on a pour la zone euro une monnaie unique, et on a un certain nombre d'institutions qui sont désormais des institutions fédérales ou supranationales. Donc la Commission européenne, qui est l'instance supranationale, mais aussi le Parlement européen, qui maintenant est élu au suffrage universel. Et donc, on a vraiment quelque chose qui ne ressemble absolument pas à l'Europe des années 50, puisqu'au début, on avait vaguement une assemblée consultative qui ne servait pas du tout de parlement à part entière. Et donc, on a eu pendant toutes ces années l'idée qu'il fallait démocratiser cette organisation internationale d'un genre nouveau qu'est l'Europe. Et alors, dans mon livre, je plaide pour que on ne se contente pas dans cette forme politique hybride et sui generis de la paix, même si c'est fondamental. La paix, elle est à l'extérieur de l'Europe, elle n'est pas dans l'Union européenne aujourd'hui, donc la pacification a réussi. Donc on ne se contente pas de la paix ni de la prospérité que le marché commun a contribué en effet à accroître, en tout cas pour la plupart, ni non plus même de la liberté politique, qui est en effet garantie par les droits fondamentaux, mais aussi pour une solidarité sociale accrue. Donc une solidarité qui serait plus cette solidarité économique de fait, mais une solidarité qui aurait une plus grande ampleur, une solidarité à la fois politique et sociale. Et 70 ans après, on peut aussi questionner la place des différents acteurs, renouer le dialogue et permettre à l'Allemagne de réentrer dans le concert des nations. Vous l'évoquiez, Céline Spector, on a vu l'Allemagne réagir pour le coup extrêmement vite aussi dans cette crise ukrainienne après l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, avec une augmentation de son budget de la défense, ce qui est vraiment déjà une révolution presque pour l'Allemagne, l'envoi d'armes en Ukraine. Comment vous analysez-vous cette évolution des mentalités aussi en Allemagne, ce tournant à la fois diplomatique, stratégique du nouveau gouvernement d'Olaf Scholz? Est-ce que ça se comprend si on regarde rétrospectivement les 70 dernières années? Alors, il y a un vrai tournant historique, ça, il ne faut pas du tout le minimiser, et il apparaissait déjà dans le texte de la coalition, donc formée par le SPD, les Verts et les libéraux. Et si on lit la totalité de ce texte, qui est vraiment très intéressant, on s'aperçoit qu'il y avait pour la première fois, par exemple, la défense d'une Europe fédérale. Et les Verts l'ont beaucoup porté, mais ça a été aussi porté par la coalition. Le droit d'initiative pour le Parlement européen, ce qui lui permettrait d'être co-législateur presque, disons, en ayant aussi l'initiative des lois. Et puis ensuite d'autres initiatives qui font que l'Allemagne avait déjà, dans cette nouvelle coalition, fait un certain chemin. Alors, je pense que toute la période précédente a été marquée par une sorte de tandem franco-allemand, où en effet la France était un peu à l'initiative, on l'a vu depuis notamment 2017, et où l'Allemagne résistait à toutes les tentatives, aussi bien fédérales qu'Europe de la défense, boussole stratégique ou autonomie stratégique, même si en 2013, ce sont les Allemands qui ont lancé le terme, il faut pas l'oublier. Donc il y a eu une résistance allemande pendant longtemps, mais je pense que la situation, là, inédite, les a vraiment fait changer d'avis radicalement. Les 100 milliards annoncés par Olaf Scholz pour la défense,
c'est totalement inédit. Il y avait un interdit sur les armes létales, la vente d'armes létales. Ça a été remis en cause. Alors évidemment, c'est sous mandat européen, mais on voit maintenant que l'Europe de la défense, qui était encore tabou, et notamment depuis l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, eh bien, revient à l'ordre du jour. Et ça, il semble que ça tienne aussi, alors pas seulement à la menace soviétique qu'on pensait avoir oubliée et puis qui ressurgit à nos portes, mais aussi, effectivement, aux évolutions géopolitiques plus globales, c'est-à-dire des nouvelles menaces impériales, qui viennent aussi de la Chine et de la Turquie, et puis le retrait relatif des États-Unis de la scène européenne, même si on les a quand même vu revenir un peu au galop par la force des choses récemment. Mais même avec une parole quand même moins forte que celle de certains responsables de l'Union européenne, et notamment la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a vraiment donné de la voix sur ce dossier depuis quelques jours. Emmanuel Macron, alors il y a eu beaucoup d'occasions qui lui ont permis d'être très en avant sur ce dossier là aussi, et notamment la présidence française de l'Union européenne en ce moment. Néanmoins, on sait aussi qu'il a toujours été très proactif sur le dossier européen, qu'en période d'élection, c'est un dossier qui lui permet de se distinguer de ses adversaires. Si on pense au candidat Macron et pas simplement là au président, on va l'écouter. Il était à Bruxelles le 25 février dernier et c'est à l'issue d'un sommet de l'Union européenne qu'il se prononce. Nous avons là, je crois, pleinement démontré la nécessité pour notre Europe d'accélérer son agenda de souveraineté. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol, et donc si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, mais bien une puissance qui doit penser son indépendance énergétique, sa transition climatique par elle-même, qui doit penser une Europe de la défense capable de protéger ses frontières, ses citoyens, et de se projeter vers ses alliés, entre autres choses. Et évidemment aussi une souveraineté technologique. La guerre que nous sommes en train de vivre nous le démontre cruellement. La souveraineté technologique, alors vous qui avez beaucoup réfléchi, pensez aussi à cette question de la souveraineté. On pense souveraineté populaire, souveraineté citoyenne quand on parle de ces questions-là, et notamment de nos démocraties à l'épreuve de l'Europe, pour reprendre le sous-titre de votre ouvrage. Qu'est-ce que c'est que cette souveraineté technologique qui nous ramène à la défense européenne, qui est a priori un sujet très régalien et qui aujourd'hui est en train de se européaniser. Oui, alors il faut faire attention quand on utilise le concept de souveraineté, parce qu'évidemment, on pourrait l'utiliser un peu pour simplement dire capacité d'action, ou puissance d'agir, ou même indépendance, et ça, c'est vraiment un risque. Le concept de souveraineté a toute une histoire philosophique, il y a une généalogie depuis la modernité politique, Jean Bodin, Hobbes, ensuite Rousseau. Et pour l'essentiel, la souveraineté, c'est a une facette externe et une facette interne. Elle a une facette externe, c'est-à-dire le refus des ingérences extérieures. Le fait que, par exemple, le roi est maître en son royaume, il refuse la tutelle impériale ou la tutelle papale. Et puis, il y a une facette interne qui est, cette fois-ci, la maîtrise du territoire de la population. Et pour l'essentiel, la souveraineté, c'est le pouvoir de légiférer. Et c'est le pouvoir de décider en dernier ressort. Et on attache à la souveraineté toute une série de marques qui la constituent: unité, indivisibilité, inaliénabilité, absoluité. Or, ce qui se passe avec la souveraineté européenne, c'est qu'elle nous oblige à repenser complètement le concept de souveraineté lui-même et à sortir de la tradition que j'appellerais moniste ou monolithique de la souveraineté, illustrée par Bodin, Hobbes ou Rousseau. Pour qui il ne pouvait pas y avoir de partie ou de fragment de la souveraineté, ça serait la dissoudre. C'est pour ça que vous parlez d'une souveraineté partagée. Voilà, donc souveraineté partagée, à la suite de notamment Jürgen Habermas ou de Jean-Marc Ferry, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, comme ont tenté de le penser, les fédéralistes américains en 1787, il faut penser une souveraineté qui certes émane unitairement du peuple, mais qui ensuite se diffracte et se complexifie entre différents niveaux, différentes instances de gouvernement. Ça peut être local, régional, national et post-national. Et donc de même que les Madison, par exemple, ou Hamilton en 1787 ont pensé une souveraineté duale qui pouvait concerner à la fois les États et la fédération, je pense qu'aujourd'hui en Europe, il nous faut penser une souveraineté qui soit en effet duale, complexe, partagée, qui
permettent de reconnaître la souveraineté des États-nations, en tout cas qu'ils conservent un certain nombre de compétences, mais qu'en même temps, on ait effectivement une souveraineté européenne et une puissance d'agir européenne, c'est-à-dire au fond qu'on ait des leviers d'action qui nous permettent de faire face à des menaces impériales. Elle existe déjà, cette souveraineté européenne, dans un certain nombre de domaines? Alors non, elle n'existe pas encore, enfin elle est en construction, c'est tout à fait... c'est une construction de très long terme, parce qu'en fait, là encore, l'Allemagne a été longtemps très réfractaire, et puis d'autres pays, notamment les démocraties d'Europe centrale et orientale, qui se sont jointes à l'Union européenne depuis 2004, qui, enfin libérées de l'emprise soviétique, de la tutelle soviétique, sortie du pacte de Varsovie, n'avaient pas du tout envie qu'on reconstitue une tutelle, et donc ils voulaient jouir pleinement de leur souveraineté nationale. Mais il y a une forme d'illusion de la souveraineté ou de mythologie de la souveraineté qui consiste à la penser comme une sorte de liberté absolue, de toute puissance, comme si on pouvait vouloir absolument, comme si le peuple n'avait pas d'extériorité. Or, justement, en raison de ces deux facettes, interne et externe, en fait, il y a toujours une extériorité. Les États souverains doivent être reconnus par les autres États souverains et se soumettre au droit international. Les souverainetés doivent être soumises au droit international. Et donc, en fait, cette illusion d'absoluité ou de toute puissance, voilà, elle ne tient pas du tout à l'épreuve, notamment de la guerre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut construire cette souveraineté européenne, sans aller pourtant, à mes yeux, jusqu'à un État fédéral complet. Parce que jusqu'à présent, on associait souveraineté et État. Là, dans le cas de l'Union européenne, ce serait sans doute illusoire de vouloir un État fédéral complet. À mes yeux, il faut par exemple que les États-nations conservent sur les intérêts vitaux un droit de veto au Conseil européen, ou disons qu'ils conservent un droit de sortie, conformément à l'article 50 du traité de Lisbonne. Donc il faut qu'on ait des leviers, droit négatif, droit de sortie, mais il faut quand même qu'on ait effectivement cette puissance européenne, alors technologique, défense, l'énergie, l'écologie ont été mentionnés, c'est-à-dire finalement des biens publics qui doivent être non seulement produits, financés, mais aussi gérés démocratiquement à l'échelon européen, parce que les États-nations n'en sont pas capables. Mais quand vous parlez de fédéralisme, c'est étonnant comment aujourd'hui encore, et même depuis des années, on continue à se tourner vers le modèle américain, vers les États-Unis, pour penser ce fédéralisme éventuel à la sauce européenne. Cet idéal fédéraliste, tel que vous l'entendez, est différent aussi de ces structures, de ce modèle qui a été mis en place aux États-Unis. Alors en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un peu un retour, enfin il y a une boucle, il ne faut pas voir les États-Unis comme un pays très lointain ici, parce qu'en fait, les pères fondateurs, en 1787, étaient essentiellement influencés par des auteurs européens, c'est-à-dire John Locke et Montesquieu. Et c'est Montesquieu qui est considéré à l'époque comme l'oracle dans les débats entre antifédéralistes et fédéralistes, et c'est à Montesquieu que Madison et Hamilton empruntent deux choses fondamentales, en particulier la théorie de la République fédérative, c'est-à-dire comment des démocraties ou des républiques peuvent se fédérer, s'associer pour résister à l'invasion ou à l'agression des empires. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils empruntent à Montesquieu pour penser le modèle fédéral. Et puis la théorie des checks and balances, la séparation des pouvoirs, qui vient aussi de Montesquieu. Donc ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un modèle lointain ou vieillot qui n'aurait plus rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un modèle qui doit être aménagé parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation très différente, évidemment, des États-Unis au XVIIIe siècle. Et ce qui nous distingue en particulier, c'est qu'on a des États-nations qui ont une histoire pluriséculaire, qui ont des traditions politiques, juridiques, administratives très différentes. Il y a un multilinguisme, il y a même, différentes religions, on peut dire, en Europe. Donc, si vous voulez, il ne faut pas essayer d'imiter servilement le modèle américain, mais il faut essayer de s'en inspirer pour voir ce qu'il peut nous apporter philosophiquement et politiquement. Alors on a parlé des institutions, aussi du cadre pour ce renouveau et ce nouveau souffle. On n'a pas parlé du peuple. Or, est-ce qu'il peut y avoir est-ce que cet idéal fédéraliste peut voir le jour s'il n'y a pas un peuple européen derrière? Est-ce que vous avez déjà, vous, depuis le début de cette guerre en Ukraine, de cette crise à l'Est, le sentiment, au-delà de nos gouvernements, au-delà de nos dirigeants et de ces cadres nationaux, que les peuples aussi sont animés par un nouveau souffle européen? Oui, alors je pense que c'est très important cette idée du peuple européen et la thèse que j'évoque dans mon livre, la thèse du no demos, une thèse très répandue qui peut conduire à l'euroscepticisme, qui consiste à dire parce qu'il n'y a pas de peuple européen et qu'il n'y en aura jamais,
il ne peut pas y avoir de démocratie européenne et il n'y en aura jamais. Alors c'est cette thèse que j'essaye de réfuter dans le livre, et il me semble important de savoir ce que l'on dit lorsqu'on parle de peuple, lorsqu'on parle de peuple européen. Qu'est-ce que ce démos ? Alors évidemment, ce peuple européen ne peut pas être entendu comme une nation. L'Europe, c'est pas, le peuple européen ne sera jamais une énorme nation. C'est pas une entité qui est unifiée par des traditions homogènes, par une religion commune, par une langue commune, par non plus une ethnie commune, et il faut se départir complètement de cette vision ethnique du peuple. Et donc de ce point de vue-là, ce qu'on peut attendre du peuple européen, c'est une solidarité civique, c'est une conception, je dirais, moderne, civique du peuple, une association d'individus, libres et égaux, unis par des liens de solidarité civique sous le médium abstrait du droit. C'est comme ça, par exemple, que Habermas définit le peuple. Ça vaut pour le peuple français, qui, évidemment, a toute une histoire, une culture commune, mais qui a aussi ces liens très forts de solidarité civique qui le définissent comme tel. Et il me semble qu'aujourd'hui, oui, dans la situation de crise tragique que l'on vit, on a l'impression que le peuple européen, qui était considéré comme un ectoplasme, une illusion, par les eurosceptiques, prend corps, prend vie. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu un certain nombre de manifestations transnationales assez solidaires, notamment lors des manifestations contre la guerre en Irak en 2003, lors d'europrotestations, notamment les marches pour le climat. Il y a eu toute une série d'événements, aussi lutte contre le CETA, le traité de libre-échange transatlantique avec le Canada. Mais si vous voulez, là, on a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on est aussi interpellé de l'extérieur par le président Zelensky qui nous dit « Peuple d'Europe, levez-vous, peuple d'Europe, venez nous soutenir, peuple d'Europe, réveillez-vous ». Et donc l'Europe a été... Qui réactive l'idée de certaines valeurs, comme la solidarité, et qui réactive aussi cette idée première de la construction européenne, qui est un territoire de paix. En fait, absolument, absolument. L'Europe a été réveillée, pour paraphraser Kant, de son sommeil géopolitique. C'est-à-dire, il y a un réveil, c'est-à-dire que la guerre n'est plus lointaine, et donc l'idéal de paix perpétuelle qui a été porté depuis le Moyen-Âge, mais surtout par la philosophie des Lumières, l'abbé de Saint-Pierre, Kant, et qui a été porté aussi au XXe siècle, par la thèse, disons, la tentative de la Société des Nations et ensuite la construction européenne, l'idée de paix perpétuelle, de nouveau, apparaît comme un idéal éminemment désirable. C'est-à-dire que rendre la guerre hors la loi, ce qui est évidemment l'idée kantienne, la faire sortir, en tout cas d'Europe, c'est un idéal qui ne paraît plus totalement une évidence. Et donc, il faut réactiver nos ambitions de ce point de vue géopolitique. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. 13h19 autour de votre grande table des idées aujourd'hui avec la philosophe Céline Spector, auteure de Nos Démos, point d'interrogation, essai paru à l'automne dernier au Seuil. Alors est-ce que c'est l'Union européenne qui nous protège ? Est-ce que c'est ainsi que les Européens d'ailleurs le ressentent ? Ou est-ce que c'est l'OTAN que cette crise en Ukraine, que ce conflit mené par la Russie en Ukraine a réactivé ? L'OTAN à qui cette guerre aurait redonné de la force, aurait été renforcée. On va écouter les mots de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Qu'est-ce que Poutine a obtenu ? Il a obtenu une solidarité occidentale qui s'est en effet affirmée, et pour le moment il a ressuscité l'OTAN. Il a tellement relancé l'Europe, il a ressuscité l'OTAN, l'Alliance, ce qui est bien normal. Parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, donc ça avait été envisagé, c'est d'ailleurs dans les communiqués, c'est un projet, mais ça avait été bloqué, à mon avis, à juste titre, par Nicolas Sarkozy et Madame Merkel, en, je crois, 2008, si je ne me trompe pas. Mais les pays autour sont dans l'OTAN. Et au sein de l'OTAN, le traité de 1949, imposé par Truman alors que c'était américain, Ronaclé, il y a un article 5 qui dit que les alliés se portent assistance en cas de danger. En fait, c'est l'Amérique qui porte assistance aux autres, c'est pas le pays européens qui vont assister les États-Unis. Bon. En tout cas, c'est la base même de l'Alliance. Ce qui fait que si un pays membre de l'Alliance, avec l'article 5, n'était pas défendu, l'Alliance n'existe plus.
Vous êtes d'accord avec Hubert Védrine, Céline Spector, l'OTAN renforcée plus que l'Union européenne? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Je pense que les deux vont de pair, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'en effet, l'OTAN n'est pas en état de mort cérébrale, on le voit clairement, et les États-Unis ont joué leur rôle dans cette crise. Ils ont débloqué des moyens tout à fait inédits aussi. Mais l'Union européenne s'en est sortie, en effet, renforcée, et on a aujourd'hui ces nouvelles demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, alors qui prendront du temps. Ce sont des processus, il y a des critères, les critères de Copenhague, donc c'est pas pour demain. Mais on a un processus qui est tout à fait aussi lié à l'histoire de l'Union européenne. La question étant de savoir jusqu'où l'Union européenne doit s'étendre. Alors dans le discours que porte Vladimir Poutine, on a cette idée que finalement c'est l'Europe qui serait, ou l'Occident, qui serait impérialiste. Et donc, si vous voulez, il faut expliquer les raisons pour lesquelles, en fait, une adhésion à l'Union, et en particulier une union conçue comme une république fédérative, c'est-à-dire une association libre et volontaire d'États membres, sur la base de traités, n'a rien à voir avec un empire. Et c'est ça que j'essaye un petit peu aussi de faire dans le livre, c'est-à-dire qu'il faut distinguer un empire qui procède à des annexions, à des colonisations, à des guerres d'agression, et puis une union qui suscite l'attraction, de fait. C'est pas nous qui avons été chercher l'Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie. Et donc, il y a un processus d'adhésion libre et volontaire qui tient aussi effectivement aux valeurs défendues dans l'article 2, la dignité, la liberté, l'égalité, la démocratie, l'état de droit, etc. Donc ce sont des valeurs qui aujourd'hui sont aussi portées par l'Union européenne. Donc sur ce point, je suis en désaccord en effet avec Hubert Védrine. Quel nouveau projet européen? C'est la question qui se pose, et surtout quel nouveau rééquilibrage, parce que c'est aussi à cela qu'on assiste depuis 3 semaines, depuis ce 24 février, jour de l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. Quel rééquilibrage, et notamment à l'Est. On parlait du cas de la Pologne tout à l'heure, on aurait pu évoquer la Roumanie et plus largement le groupe de Visegrad qui jusqu'ici était très prompte à critiquer l'Union européenne, à se montrer réticent face à un certain nombre de décisions. On sent aujourd'hui ce rééquilibrage en cours à l'Est. Il était urgent d'y parvenir, urgent, voire nécessaire, de réécouter ces voix-là et de rééquilibrer l'Ouest et l'Est de l'Europe, comme déjà dans les années 80. Milan Kundera, et on en parlait avec Olivier Guèze dans la Grande Table Culture tout à l'heure, nous invitait à le faire dans ce texte, Un Occident kidnappé, qui était un plaidoyer pour les petites nations d'Europe centrale. Oui, alors la question de ces démocraties d'Europe centrale et orientale est complexe, puisque en effet ils sont intégrés à l'Union en 2004, et depuis 2016, mais il y avait déjà une alerte précédente. En effet, un certain nombre de tensions sont liées au concept même de démocratie illibérale porté par la Hongrie et corrélativement par la Pologne. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu une remise en cause, en effet, de principes fondamentaux qui figurent dans les traités, notamment dans certains articles des traités, à savoir, premièrement, l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui est un élément fondamental de l'état de droit, la liberté des médias, qui est remise en cause aussi, surtout en Hongrie. Et donc, si vous voulez, la question était de savoir si un club de démocratie, comme l'est l'Union européenne, peut se permettre d'avoir en son sein, dans son giron, des États qui ne respectent plus les normes fondamentales de la démocratie et de l'État de droit. Et de ce point de vue-là, il y a eu des tentatives, entre guillemets, de sanctions qui ont un peu échoué parce que, comme ces votes au Conseil européen doivent avoir lieu à l'unanimité, la Hongrie soutient la Pologne et vice-versa. Il y a eu quand même cette mesure inédite qui était liée, disons, à la mise en suspens des fonds du plan de relance, puisque la Pologne et la Hongrie ne les ont pas encore obtenus. Donc on a une sorte de chantage, en effet, qui a lieu de cette façon-là. Aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie sont sur le front, donc ils sont en première ligne, et donc on a un réflexe, disons, de solidarité, et on est en un sens ressoudé. La question, c'est ce qui se passera après. Et je ne suis pas certaine qu'après la crise, en espérant que cette crise ne dure pas indéfiniment, je ne suis pas sûre que les problèmes seront résolus, parce que je crois qu'on a deux conceptions fondamentalement différentes de la démocratie et de la souveraineté. Lorsque la Pologne défend sa souveraineté, aussi bien le tribunal constitutionnel qui a été modifié de telle sorte d'être à la botte du PiS, que les gouvernants s'expriment pour dire la souveraineté polonaise doit être pleine et entière, c'est quelque chose qui est totalement incompatible avec les institutions de l'Union telles qu'elles existent. Non, mais qui est compréhensible dans l'histoire. Qui est compréhensible dans leur histoire, avec absolument.
souveraineté retrouvée très tardivement Absolument. aussi. Ouais. Et je crois qu'on a là une source de tension durable, de fait, parce qu'on aura des conflits de souveraineté. Les conflits de souveraineté ne vont pas se résorber. Et donc cette idée selon laquelle on pourrait fonctionner sans déléguer des compétences et sans respecter un certain nombre de critères ou de règles du jeu communes, ce que défendent la Pologne et la Hongrie, ça ne paraît pas raisonnable. Et donc il doit y avoir des sanctions. Alors ce n'est pas le moment d'y penser, mais il faudra sans doute y penser à un moment ou à un autre. On n'a pas parlé de culture, de la culture européenne. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a, Céline Spector, une culture commune aujourd'hui sur laquelle s'appuyer, qui peut servir de pilier à cette nouvelle souveraineté européenne ? Alors c'est une question très très délicate, celle des rapports entre identité culturelle et identité politique. Il y a vraiment une dialectique complexe, parce que même lorsqu'on défend, comme le fait Habermas par exemple, l'idée d'un patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire un peuple européen qui serait uni par l'amour ou l'adhésion au principe de l'état de droit, de la démocratie et l'état de droit, donc une adhésion finalement rationnelle, abstraite, même dans ce cas-là, on a toujours l'idée qu'il faut quand même un ancrage culturel. Et la question c'est de savoir, y a-t-il une culture commune ? Alors ça, c'est une question très délicate, qui a partie liée aussi avec le concept de civilisation, dont on sait qu'il peut être dangereux, parce qu'il peut vite prendre un tour eurocentrique. La défense de la civilisation européenne au XIXe siècle a servi de prétexte, disons, à la colonisation, en partie en tout cas. Donc il faut se méfier du concept de civilisation européenne, mais en même temps, par exemple, lorsque Rousseau, dans ses écrits sur l'abbé de Saint-Pierre, défend l'idée d'une confédération européenne, il se base sur l'idée d'une généalogie culturelle de l'identité européenne. Et il rappelle, par exemple, l'existence du droit romain. C'est une structure, effectivement, qui a irrigué un certain nombre de pays d'Europe occidentale, en tout cas. Le christianisme a, en effet, à la fois par sa structure institutionnelle et par ses idéaux spirituels, irrigué également l'Europe, même si aujourd'hui l'Europe ne peut pas être un club chrétien. Et puis ensuite, toute une série de phénomènes philosophiques et politiques, la Renaissance, la Réforme, les Lumières, enfin tous ces phénomènes, qui font qu'on a quand même des structures culturelles communes. Et par exemple, Jean-Marc Ferry propose, et j'aime beaucoup cette idée, l'idée que nous aurions une culture politique commune. Alors, ce n'est pas une culture commune, c'est une culture politique commune, fondée sur 3 grands principes, qui sont la civilité, qui aurait été acquise à la Renaissance, la légalité, qui aurait été acquise au XVIIe siècle, et la publicité, un grand idéal des Lumières. Donc, civilité, légalité, publicité sont on pourrait dire, des grands traits de la culture politique européenne. Mais de là à dire qu'il y a une civilisation unifiée, c'est un pas que je ne franchirai pas. Face au vent de souverainisme qui souffle ces dernières années, vous plaidez pour un non-renoncement au concept de souveraineté, mais pour le pari fait ou à faire de ces métamorphoses. Merci beaucoup à vous, Céline Spector, d'avoir été avec nous. Merci. À l'occasion de cette grande table des idées et de la parution cet automne de votre essai Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe. C'est au seuil. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la grande table et tout particulièrement aujourd'hui à Marie Fraboulet qui nous a accompagnés depuis la rentrée, stagiaire en chef que l'on retrouvera très vite, je l'espère et j'en suis sûre même. Bienvenue à Maï-Hélène Despio-Courret. Merci beaucoup à Oriane Delacroix et Henri Leblanc qui ont programmé toute cette semaine encore cette grande table culture avec l'aide précieuse de Anna-Livia Marcheson et de Violaine Malstaff. La grande table des idées, 4 émissions consacrées à l'Ukraine cette semaine, à réécouter urgemment en podcast en nous rejoignant sur le fil des podcasts de la grande table. Émission programmée par Lucas Bretonnier, préparée par Laura Dutèche-Pérez. À la réalisation aujourd'hui encore, c'était Thomas Beau. Merci beaucoup avec Hugo Renard. Merci à vous.